Un objet, n'importe quoi, quand il est au repos, pour la physique classique, rien ne bouge. Et en fait, pour la physique quantique, eh bien, ça vibre. La dualité de la matière, elle est, c'est-à-dire qu'elle existe sous forme d'onde et aussi de matière. Alors là quand encore, il y a une détection je vous ou arrête. réduction de paquets d'ondes. Là encore, je vous arrête. Ça vient vraiment nous chambouler sur plein de choses qu'on a entendues. Le temps, selon la branche de la physique qu'on considère, c'est pas la même chose en physique quantique, en relativité restreinte, en relativité générale. Aussi. Un grand bazar. C'est un grand bazar, mais totalement. C'est très compliqué. Et si on simplifie, c'est faux. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs qui se disent qui sont juste superficiels. C'est parce qu'on n'a pas approfondi, on n'a pas compris le truc. Donc, on lance des légendes qui sont juste le produit du fait qu'on n'a pas compris le fond des choses. Si vous avez rêvé de comprendre la physique quantique de façon simple, si vous vous posez la question « Comment puis-je l'appliquer à ma vie, à ma réalité ?» Eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne et vous êtes sur le bon épisode parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et chance d'avoir comme invité de choix Emmanuel Ransford, polytechnicien, physicien. Bienvenue. Merci d'être là, Emmanuel. Merci de m'avoir invité. Ça fait 10 ans que je t'ai découvert, enfin peut-être un peu plus, sur France Culture, en conduisant ma voiture. Et déjà à l'époque, je me disais, mais cet homme-là, c'est juste incroyable. J'ai lu tes livres. Et voilà, 10 ans plus tard, j'ai l'immense chance de t'avoir ici dans le podcast Revealing pour un épisode où on va aller voir avec toi ces grands principes de physique quantique. Donc on ne les fera pas tous, hein, parce qu'évidemment, 1 heure, ça ne suffirait pas. Mais les principaux, ceux qui viennent vraiment marquer une rupture avec l'ancienne pensée, la pensée matérialiste ou newtonienne, on l'appellera comme on veut. Et du coup, j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui. J'ai vu aussi que toi, tu défies aussi certains physiciens dans certaines explications, notamment le rôle de l'observateur. Et je me réjouis de t'entendre, je me réjouis d'avoir ton avis et ta perspective et tes explications de physicien sur ces champs si complexes. D'accord, donc je réponds aux questions. D'accord, alors on y va. Déjà, le premier principe, c'est que si on zoome et qu'on va voir notre infiniment petit, on se rend compte que la matière n'est pas aussi solide que ce qu'on croit. Qu'il y a cette dualité onde-particule, donc de la particule subatomique. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous donnes cette perspective ou cette explication selon toi, comme j'ai dit, de façon simple, et aussi ce rôle de l'observateur. Donc, jusqu'à présent, pour moi, en tout cas dans ma compréhension, mon humble compréhension, tout existe sous forme ondulatoire jusqu'à ce qu'il y ait un observateur. Et là, on observe un comportement corpusculaire, donc matière, particule, de l'électron par exemple. Et donc, il y a cette notion que l'observateur influe le résultat. Mais je sais que toi, tu dis quelque chose de très différent. Alors, d'accord. Alors, peut-être au préalable, préciser que ce qui fait la différence entre la physique classique et la physique quantique, c'est trois éléments structurels. Le premier, c'est ondulatoire, c'est-à-dire, par exemple, une table, un objet, n'importe quoi, quand il est au repos, pour la physique classique, rien ne bouge. Et en fait, pour la physique quantique, eh bien, ça vibre. Un atome, il y a les électrons qui tournent autour, tout est en train de vibrer, c'est le vibratoire. Tout n'est pas vibratoire. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique, c'est-à-dire contrairement à la physique classique où il y a une seule loi d'évolution des objets, là il y en a deux dans le monde quantique. Il y a l'évolution effectivement ondulatoire, mais dans certains cas, dont quand on fait une observation, il y a quelque chose de brutal qui se passe qui n'est pas ondulatoire. C'est ce qu'on appelle soit le saut quantique, soit la réduction du paquet d'ondes. Et on retrouve aussi le même genre de phénomène dans ce qu'on appelle les réactions de création-annihilation. Enfin, dans un certain nombre de phénomènes, on a une autre loi d'évolution qui est brutale, qui est discontinue, qui n'est pas, qui n'est pas ondulatoire, qui se présente. Pas seulement quand on observe
un objet. Alors, quand on observe notamment, mais pas que ça. Troisième chose, et puis après je finis, troisième élément d'originalité du quantique par rapport à la physique classique, c'est l'intrication dont nous parlerons tout à l'heure. On va en parler. Alors, donc, oui. Si on reprend donc les 2 points, donc ce phénomène ondulatoire, ensuite tu dis ça redevient matière. Donc quand on dira corpusculaire, c'est vraiment matière qui ne vibre pas plus. Donc quand il y a un observateur, mais pas que. Mais alors quand? Alors, quels sont les autres, en fait, il faut comprendre aussi pourquoi il y a ce genre d'évolution. Et ça, pour l'instant, de mon humble avis, ça n'est pas compris. Et de mon humble avis, je pense que j'ai compris quelque chose de ça. Alors, vrai, faux, mais en tout cas, j'ai une explication à donner. Et cette explication, c'est qu'en fait, les deux faits structurels du quantique, qui sont la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique et l'intrication, ce sont pour des raisons de cohérence. C'est-à-dire, si la nature ne s'était pas équipée de ce genre de phénomène, elle serait incohérente. J'aurai peut-être l'occasion de l'expliquer. Mais en fait, sur le fond, si on descend au fond des choses, on s'aperçoit que l'enjeu, c'est une question de cohérence. Voilà. Alors, la question, c'était... ça redevient matière quand il y a un observateur, mais il y a d'autres moments où c'est le cas. Quels sont ces moments? Voilà. Alors, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle, je pense que c'est une expression qui est connue, un état superposé. Oui. C'est quoi un état superposé? C'est notamment le chat de Schrödinger. Notamment le chat de Schrödinger qui est mort et vivant à la fois, ni mort ni vivant, mais ni l'un ni l'autre, mais l'un et l'autre, enfin on n'arrive pas à comprendre. Alors j'ai toujours une image, notamment, c'est la toupie quantique. Une toupie normale, elle tourne soit dans un sens, soit dans l'autre. Et une toupie quantique va tourner d'une certaine façon dans les deux sens à la fois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on observe, en fait on n'observe pas, on ne regarde pas bêtement en se disant, tiens, on va voir ce qui va se passer. On prend un instrument d'observation, un gros instrument qui a une partie qui est très importante, c'est même celle-là qui est la clé du problème, qui s'appelle un détecteur. Que fait le détecteur? Eh bien, normalement, oui, je prends mes lunettes. Quand il est dans un état superposé, c'est comme s'il est étalé. Que fait un détecteur? Le détecteur va utiliser cet étalement pour le découper. C'est comme si je prends une paire de ciseaux, une nano-paire de ciseaux, je profite de l'étalement, une onde s'est étalée. Or, il se trouve que pour des raisons de cohérence, j'aurais peut-être pas le temps de l'expliquer, mais en tout cas dans mes livres c'est expliqué, pour des raisons de cohérence, la particule n'a pas le droit de se laisser découper. C'est-à-dire, soit elle est entière, soit elle va disparaître. C'est pour ça que d'ailleurs c'est quantifié. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on va faire une expérience sur des photons, sur des électrons, sur n'importe quoi, on va toujours en trouver un nombre entier. 724, mais jamais 724,37. Ouais. Et c'est ça le fond du problème. Donc, quand cette particule, quand elle ondule, alors, il y a tout un débat sur, mais quand elle ondule, quand elle est sous forme de paquet d'ondes, quelle est sa réalité? Est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, on est parti. On va aller droit au but. On va aller droit au but. En tout cas, elle est étalée quelque part. Et donc, cet étalement, je vais en profiter pour la découper. Elle n'a pas le droit de se laisser découper. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire un saut quantique. Si elle restait dans une logique d'onde, elle ne pourrait pas s'en sortir, elle serait forcément découpée. Donc, à un moment, cette mesure, à cause du détecteur, et pas du tout à cause de l'observateur. Certes, l'observateur, c'est parce qu'il a mis un instrument, donc on s'est dit c'est à cause de l'observateur. Que nenni! C'est juste parce qu'il a son instrument de mesure, moi je regarde, machin, ça ne va rien changer. Mais parce que j'amène un instrument de mesure qui va piéger l'objet quantique en exploitant son étalement pour essayer de le découper, et là, la nature va se défendre, puisqu'il n'a pas le droit de se laisser découper, elle va rabattre, alors quand je fais ça, soit elle va se rabattre, la partie qui est à droite, elle va la rabattre à gauche, c'est pour ça qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, parce que le paquet d'ondes qui était étalé, d'un seul coup, il va se concentrer, et ma paire de ciseaux, eh bien, elle va découper le vide, et la particule sera entière. Et on voit tout de suite, d'ailleurs, dans ce schéma-là, que quand je suis là,
la particule, elle a deux choix. Soit elle va se réduire à gauche, soit elle va se réduire à droite. Donc on voit tout de suite qu'il y a un élément d'aléatoire. Et l'aléatoire quantique vient de là aussi. Et l'aléatoire quantique, on ne le voit pas le reste du temps. Voilà. Donc, et moi je trouve que c'est quand même assez superficiel, mais c'est normal quand on a découvert ça. Mais dire que c'est l'observateur, c'est juste oublier que l'observateur, c'est lui parce qu'il est venu avec son gros instrument de mesure, dont la partie essentielle, c'est le détecteur. Et par exemple, quand on a, puisque j'ai dit que c'était la même chose qu'un saut quantique, quand on a par exemple un atome excité autour d'un atome, un électron excité autour d'un atome, eh bien, quand il est à l'état excité, c'est comme s'il était assis entre deux chaises. Et là, c'est la même chose. Il est étalé sur deux orbitales, comme on les appelle, sur deux orbites, et il y a un moment où il va choisir, parce que sinon, il serait absorbé en partie d'un côté et en partie de l'autre. Et donc, se diviser. Réduction du paquet d'ondes, c'est le même phénomène, un saut quantique. C'est ça que j'aime dans ton approche, c'est que ça vient défier, en tout cas, moi, ma compréhension, ma propre compréhension, celle qu'on m'a transmise d'autres collègues ou à toi, physicien quantique, c'est que toi, c'est le détecteur et la conscience de l'observateur n'a aucun rôle à jouer là-dedans. La seule chose qu'elle fait, c'est d'amener l'instrument de mesure et de faire le protocole expérimental, c'est tout. D'avoir fabriqué l'instrument de mesure avec son détecteur, mais ce n'est pas du tout un rôle fondamental. Et quand bien même il n'y aurait pas il y aurait juste comment dire, c'est la même chose, par exemple, quand on a un photon qui vient de l'espace, ou qui a mis 8 minutes 40, je crois, secondes pour être émis du Soleil et qui vient frapper qui vient même se cracher quelque part, c'est la même chose. Au moment où il se crache, réduction du paquet d'ondes. C'est plus... Momentanément, c'est comme si on rencontrait un détecteur. Donc, c'est un phénomène qui est dans la nature. Se dire quand même que la nature... alors que l'homme existe depuis très peu de temps par rapport à l'âge de l'univers, que la nature aurait prévu une loi d'évolution spéciale pour un bipède qui, des milliards d'années après, va observer les trucs, ça doesn't make sense. Ok. Voilà. Je vous ai dit aujourd'hui, ça va être particulièrement intéressant. Et alors, tu parlais de cohérence de la nature. Dans cette notion d'onde de la dualité de la matière. Donc, la dualité de la matière, elle est, c'est-à-dire qu'elle existe sous forme d'onde et aussi de matière. Alors là encore, il y a une détection ou une réduction de paquet d'ondes. Là encore, je vous arrête, parce que quand le versant particule de la dualité onde-particule est une illusion. Alors je vais expliquer pourquoi cette illusion. Alors là, je vais prendre ça. On pense qu'on peut. Hein. On a un électron qui arrive, un photon qui arrive ici. Il arrive, il est étalé, donc ces ondes sont présentes à tous les points du truc, et puis à un moment, paf, si c'est un écran d'observation, un écran photosensible, comme une plaque photographique, il va se concentrer et on va trouver trace de ce photon, un tout petit point, et on va dire, ben, c'est bien la preuve qu'à ce moment-là, au moins, c'était une particule ponctuelle. Mais non, ce n'est pas une particule ponctuelle. C'est quand il est arrivé là, il avait plein... sur toute la surface de systèmes d'atomes, de systèmes atomiques qui voulaient l'absorber. Et s'il n'avait pas fait de réduction du paquet d'ondes, il aurait été absorbé ici, un tiers ici, un neuvième ici, et ainsi de suite. Il serait absorbé par petits bouts. Et j'ai dit que c'était impossible, c'est tout ou rien. Donc qu'est-ce qui se passe quand il va se faire absorber? Il déclenche le détecteur, qui est cet écran d'observation, va déclencher chez lui une réduction du paquet d'ondes qui fait qu'il a été étalé, paf, il se concentre à un endroit et il va se faire absorber en entier par un seul système à la surface. Et là, on va dire, ben, j'ai un point, c'est bien la preuve qu'à ce moment-là, c'était une particule. Non. La vraie dualité, ce n'est pas une dualité onde-particule, c'est une dualité onde-saut quantique. Ok. Voilà. Merci pour ces précisions. Voilà. Mais ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et tu disais, avant de passer sur cette notion de cohérence, tu disais tout vibre dans cette notion, enfin ce paradigme du quantique, ça apporte cette vision que tout est vibration, ce qu'on entend. Sauf la réduction du paquet d'ondes. Sauf la réduction du paquet d'ondes. Oui.
Et du coup, cette cohérence. Allons sur cette cohérence. Alors, cette cohérence, c'est tout simplement, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste donner l'idée, c'est que la notion de paquet d'ondes, c'est un ensemble d'ondes mutuellement interférentes. Et l'interférence des ondes quantiques, quand on découpe, si on découpe un paquet d'ondes, on avait un avant, c'est-à-dire le paquet d'ondes en entier, et on va avoir un demi plus un demi. L'onde quantique, l'interférence des ondes fait qu'on n'aura pas 1 égale 1 demi plus 1 demi. Et donc, si jamais la nature permettait que le paquet d'ondes se déchire, se parte en petits morceaux, eh bien, on n'aurait aucune possibilité d'avoir des lois de conservation. Et donc, la nature n'aurait aucune base solide pour être cohérente. C'est-à-dire, on pourrait casser un paquet d'ondes en deux, donc on aurait peut-être 1,8 quand on fait 0, les deux, 2. Les réunir et ça serait vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est ça le truc, c'est à cause de l'interférence des ondes. Donc l'interférence des ondes, donc ça c'est ce principe quantique derrière cette notion de cohérence. Oui. Mais ce que tu viens nous dire derrière cette notion de cohérence, c'est que c'est finalement la matière dans cet infiniment petit n'est pas divisable. Non, c'est ça qu'on appelle la quantification. Voilà. Si on parle de c'est le principe des quantas. C'est le principe des quantas, absolument. Voilà. Et ce principe des quantas est en fait en lien avec la cohérence de la nature. En lien avec l'impératif de cohérence de la nature. Okay. La nature n'a pas le droit d'être incohérente, quelque part. Voilà. C'est ça le vrai principe de fond. Magnifique. Pour fermer ce premier chapitre sur cette dualité onde-particule, plutôt onde-paquet d'ondes, réduction saut quantique ou onde réduction du paquet d'ondes. Onde réduction du paquet d'ondes. Oui. Comment est-ce que ça peut nous inspirer ce comportement de la matière dans notre infiniment petit, en tout cas ce principe-là, comment est-ce que ça peut nous inspirer, nous, à notre échelle? Et d'ailleurs, j'en profite de cette question pour aller sur... te demander quel est ton avis. Est-ce que tu penses que notre corps est quantique? Aujourd'hui, on sait que selon la science, aujourd'hui, notre corps n'est pas quantique, mais cela fait débat. Cela fait quand même débat chez certains physiciens, hein, pas que chez les spirituels, je parle vraiment de physiciens. Donc, quel est ton avis là-dessus et comment, du coup, on peut s'inspirer de ce principe dans notre réalité, dans notre vie? Alors, il y a beaucoup de questions, je ne suis pas sûr de ne pas en avoir perdu en cours de route. Commence par selon toi, est-ce que notre corps est quantique? Oui, non. Alors, là encore, je vais rappeler un petit peu ce qui s'était dit, c'est que quand on fait la théorie formelle, on s'aperçoit que, et c'est ça ce qu'on appelle l'interprétation de l'école de Copenhague, de Bohm et de Bohr, Niels Bohr et tous les autres, c'est que normalement, quand on mesure un objet quantique qui est dans un état superposé, l'instrument de mesure devrait finir par être superposé lui-même, ce qu'on n'observe pas. Et donc ils se sont dit, mais pourquoi ça n'arrive pas? Alors donc on a, sans comprendre le fond du phénomène, on a imposé une limite et on a dit, quand c'est macroscopique, c'est classique. Ce qui là aussi ne tient pas debout, à mon humble avis, mais enfin, ce n'est pas bien grave. Ça fait débat, comme je l'ai dit plus tôt. Voilà. Mais donc, ce principe-là est artificiel, c'est ad hoc, comme on dit, c'est juste parce qu'on avait besoin d'eux. Et en fait, moi, comme dans ma théorie, il y a un truc que j'appelle le principe de quantition, qui est celui qui explique que, dans certains cas, la particule va se réduire, faire un saut quantique, et là, il n'y a même pas d'instrument de mesure macroscopique. On n'a pas besoin d'un instrument macroscopique, c'est un phénomène beaucoup plus général. De même que ça ne dépend pas d'un observateur conscient, de même ça ne dépend pas La preuve, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que c'était le même phénomène, un saut quantique d'un électron périphérique dans un atome, c'est le même phénomène quand il change d'orbital. Donc, voilà. Et donc, quand on voit ça, eh bien, on s'aperçoit que, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs qui se disent qui sont juste superficiels. C'est parce qu'on n'a pas approfondi, on n'a pas compris le truc. Donc, on lance des légendes
qui sont juste le produit du fait qu'on n'a pas compris le fond des phénomènes. Selon toi, c'est justement une hypothèse de travail finalement qui a été fixée à ce moment-là parce qu'en gros, ça ne rangeait pas les bidons. Voilà, c'était une façon artificielle de résoudre un problème qu'en fait on n'avait pas compris. Et donc on partait sur une fausse piste et pour empêcher d'aller dans le décor, on mettait un panneau au-delà de cette limite, c'est plus quantique, c'est classique. Okay. Ceci dit, un objet macroscopique en tant que tel, il y en a qui sont dans des états superposés, les squids, enfin il y a un certain nombre de choses, mais de façon générale, en tant que tel, un objet macroscopique n'est pas dans un état superposé, tout simplement parce que même s'il a des atomes qui sont dans un état superposé, des particules, ce ne sera pas la même superposition. Et quand on dit il ne faut quand même pas oublier aussi qu'un état superposé, c'est par rapport, par exemple, à ce qu'on appelle une observable quantique. Par rapport à comment dire, à une observable. Ce qu'on appelle une observable, c'est une fonction. Par exemple, je mesure, là tout à l'heure, je prenais l'exemple, l'état est superposé par rapport à l'observable position, puisque c'est à la fois à droite et à gauche. Mais pour un objet macroscopique, il n'y a pas forcément d'observable. C'est-à-dire, déjà, ce qui permet de définir un état superposé, on ne l'a pas forcément pour un état macroscopique, sauf dans des cas bien précis. C'est en fait ce que j'appellerais, c'est un problème d'agrégation. Quand on a un squid, par exemple, un état, ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein, par exemple, enfin, des trucs un peu particuliers, à ce moment-là, on a un état superposé qui est agrégeable, c'est-à-dire on peut passer de l'état superposé de la particule élémentaire à celui de l'ensemble, parce que tout le monde va marcher ensemble. C'est ceux qui marchent là sur le pont ou tout ça, militaire, là qui marchent tout d'un seul pas. Mais en temps normal, on n'a pas ça. On a une foule, chacun marche à son rythme dans sa direction et on ne peut pas, c'est la notion d'agréger, on ne peut pas agréger ça pour faire de ces états superposés individuels un état superposé global. C'est ça le vrai problème. Mais pensons, quand on dit est-ce que mon corps est quantique, pensons que j'ai plein de particules, je suis fait de particules quantiques. Toutes les réactions biochimiques sont quantiques. Et il y a quelque chose maintenant, on est en train de découvrir, il y a une nouvelle science qui est en train de se chercher aujourd'hui et de se trouver, qui s'appelle la biologie quantique. Oui, on s'aperçoit que l'olfaction, la photosynthèse, la direction des oiseaux qui est migrateur, tout ça font appel à des effets quantiques. Donc le quantique, il est de partout. Il dit pas c'est un instrument macroscopique, oh là là, le quantique, non, je rentre pas là. Merci pour ça, parce que c'est un sujet qui fait débat, on n'y est pas encore, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous orientent vers ton hypothèse qui est que pourquoi ça s'arrêterait à une certaine taille et que ça redeviendrait classique alors qu'on est composé de ces particules quantiques. Et assurdo. Et il y avait aussi, moi, des recherches qui m'ont particulièrement marqué sur cette notion quand je me posais la question de est-ce que notre corps est quantique. C'est toutes les recherches de Penrose sur le cerveau, les effets quantiques qu'il a pu observer. Absolument, tout à fait. C'est extraordinaire. Absolument. Et ça ouvre le champ à d'autres choses. Après, la physique quantique vient soulever tellement d'interrogations. Mais vient toucher des notions, tu vois, qui sont apportées par certaines sagesses ancestrales. Et je vais profiter de cette transition pour aller sur l'intrication quantique. Mais si tu veux, il y a aussi cet émotionnel qui va avec. Moi, j'ai mon voisin, il est professeur de physique quantique et je lui ai posé la question. Ça sera coupé. Et il m'a dit, je lui ai posé la question, il me dit, comment expliquer? Il dit, ah non, mais ça c'est très... On connaît on voit les expériences, on connaît les principes, on les applique pour des technologies. Essayer de les comprendre, on va devenir fou. Faut pas, il n'y a rien à essayer de comprendre. Et donc moi, je souris. Ça me fait sourire ces débats-là parce que pour moi, en fait, le travail d'un scientifique, c'est ouh là là, c'est le bordel là. Désolé. Ouh là là, c'est le bazar. Parce qu'on n'a pas compris. On va lever ses manches et on va essayer de comprendre dans un ensemble où on n'a rien compris. Enfin, pour moi, c'est le rôle du chercheur. Mais du coup, merci pour cette précision au niveau du corps quantique qui fait tellement sens. Et du coup, comme je disais, on va transiter sur l'intrication quantique. Est-ce que tu peux nous expliquer
selon toi, l'intrication quantique de façon simple. Et je te poserai les autres questions après. Alors, juste pour conclure sur ce qu'on avait dit avant, pour moi, le fait qu'on ne puisse pas dire, par exemple, il n'y a pas de chat Schrödinger, vivant et mort, machin, c'est vraiment un problème d'agrégation. C'est-à-dire, il est plein de microparticules, de trucs qui, elles, ont le droit d'être dans un état superposé, mais globalement, comme elles ne marchent pas ensemble, ça ne fait pas deux chats qui sont dans un... Ça ne fait pas un chat qui est globalement dans un état superposé global. Voilà, c'est donc vraiment un problème d'agrégation. Voilà, je referme la parenthèse. L'intrication quantique. Alors, là encore, je dis pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire là? Et de même que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que la réduction du paquet d'ondes était pour répondre à comment dire, un problème de cohérence, eh bien là, c'est pareil. Et je vais l'expliquer. Pourquoi la nature est allée inventer l'intrication, ou ce qu'on appelle la non-localité, c'est-à-dire sous prétexte que deux particules ont interagi dans un passé lointain, elles sont maintenant à des milliards de kilomètres l'une de l'autre, je mesure l'une, instantanément ça modifie l'autre. Dans un univers qui, nous a dit le bon Albert Einstein, est relativiste, c'est-à-dire quand je mesure la particule qui est ici, les perturbations liées à cette mesure vont se propager au maximum à la vitesse de la lumière. Donc l'autre qui est à l'autre bout de l'univers peut rien savoir. Et en plus, ces liens d'intrication ne correspondent à aucune interaction connue physiquement. Alors, oui. Warum? Pourquoi donc? Eh bien là encore, je me permets de dire qu'on n'a pas compris et qu'il y a une explication très simple. Je vais la donner. S'il te plaît. Tambour. S'il te plaît, Emmanuel. Que se passe-t-il quand mes deux particules vont se bloquer et qu'elles repartent? Eh bien, elles sont porteuses d'une loi de conservation collective. Collective, ça veut dire que, par exemple, si j'ai, on va dire, une quantité de mouvement ou n'importe quoi, enfin, certaines caractéristiques physiques. Ici, j'avais 5, là, j'avais 3. Elles s'entrechoquent, elles repartent. J'avais donc 5 plus 3 égale 8. Je dis ça parce qu'il s'est compté jusqu'à 3, je sais, mais même jusqu'à 8. Donc, la seule chose que je sais, c'est qu'elles totalisaient 8, 5 plus 3 avant, et après, elles vont totaliser 8, mais je ne sais pas si c'est 4 plus 4 ou... Et donc, c'est ça qu'on appelle une loi de conservation collective. C'est-à-dire, je sais seulement que sur l'une plus sur l'autre, j'ai la même quantité que j'avais au départ, la somme. Mais rien n'a fixé que ici c'est 4 ou 5 ou 6 et de l'autre côté c'est le complément. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que ce sont des objets quantiques, donc ils sont étalés. Et les valeurs dont je parle ne seront fixées qu'après une réduction du paquet d'ondes. Donc, j'ai une loi de conservation collective qui est virtuelle au départ, puisque ni l'une ni l'autre n'a une valeur fixée. C'est clair ce que je dis? Pour moi, oui. J'espère que pour vous, c'est clair. Bon. Sinon, des commentaires, c'est-à-dire, je ne peux pas dire, ça, j'ai 5 ici et j'ai 3 là, ou j'ai 4 et j'ai 4. Je ne peux pas le savoir. Tant qu'il est sous forme d'onde, qu'il n'y a pas eu de réduction du paquet d'ondes, voilà. On ne peut pas savoir. Tant qu'il est dans un état superposé, c'est comme tant qu'il est dans un état superposé, il n'a pas de valeur précise, voilà. Il n'aura de valeur. C'est comme là ce que je disais tout à l'heure. Oui. Si je suis des deux côtés, je suis ni à droite ni à gauche. Donc tant que ça n'a pas fait de réduction qui fait que c'est à droite et à gauche, la position n'est pas fixée, elle est floue. Et là, c'est pareil. Et donc, la nature se retrouve avec un problème fondamental qui est, j'ai deux particules qui ensemble, je sais que dès que l'une ou l'autre aura une valeur précise, je connaîtrai la valeur de l'autre, mais tant qu'elles sont dans un état flou, je ne peux pas appliquer ma loi de conservation. Elle est virtuelle. Et peut-être qu'elle deviendra réelle seulement quand ils seront à des milliards d'années de kilomètres. Okay.
Dur, dur. Si vous étiez la nature, comment vous résoudriez la question? Moi, je n'y pourrais pas. Eh bien, c'est pour ça que la nature a inventé la non-séparabilité ou l'intrication. C'est-à-dire, au moment où je mesure l'un, donc sa valeur de flou, elle devient précise. Par exemple, pour reprendre l'exemple 8, c'est-à-dire 5 plus 3 au départ, si celle-là, elle a 6, je saurais que l'autre a 2. Exact. Et la nature fait pareil. Et si elle ne faisait pas ça, elle serait incohérente. Et là, ce principe, moi, me fascine, oui. parce que tu viens de dire oui. qu'il y a cette notion de non-séparation oui. qui vient, donc, dans cet infiniment petit qui nous compose, l'intrication, on remonte ce trait de la nature de non-séparation qui, moi, me fait penser à ces sagesses ancestrales qui nous disent, c'est les mystiques de tout temps, que le monde est un. Tout est relié. Et que tout est relié. Est-ce que ce principe de physique quantique, on peut dire qu'il nous montre ça? Alors, je vais vous dire oui et non. Ça, j'ai ma seconde réponse. Depuis le début, clair. On y est. Hein. Depuis le début, c'est oui et non. Oui et non, c'est un état superposé. Quantique, oui et non. Et je vais vous parler de l'œuf poché. Alors, allons-y. Alors, d'abord, je dis oui et non. Pourquoi? Parce qu'une fois que les valeurs ont été fixées, et donc que la loi de conservation collective est appliquée, puisque là j'ai mesuré, j'ai trouvé 6, donc de l'autre côté c'est 2, c'est précis d'un côté comme de l'autre, le lien d'intrication n'a plus de raison d'être et il tombe, il est caduc. Donc tout est lié, mais il y a des ruptures aussi là-dedans. Ce n'est pas pour l'éternité. Tant que je n'ai pas mesuré, tant qu'il n'y a pas eu de réduction du paquet d'ondes d'un côté ou de l'autre. Tout est lié. Voilà, mais tout est lié quand même parce que si les deux particules ne sont plus liées directement, elles vont l'être avec d'autres. Voilà. Donc globalement, c'est vrai. Alors pourquoi le jaune d'œuf? Alors je veux dire, on peut se dire, que se passe-t-il? Comment se fait-il que deux particules qui sont à des milliards de kilomètres encore une fois, dans un monde relativiste, qui veut dire que quand je vais titiller l'une, l'influence va se propager au maximum à la vitesse de la lumière, donc si elles sont aux deux bouts de l'univers, ça fait quand même des milliards d'années-lumière. La physique me dit, normalement, si j'étais dans une logique relativiste, je devrais attendre des milliards d'années pour que l'autre sache, ah ben t'as pris 6, ah ben moi je vais prendre 2. Oui. Ça ne peut pas marcher. Alors, c'est là où j'introduis ma notion d'holomatière, je l'appelle ça l'holomatière et de jaune d'œuf poché, parce que dans ma vision, je dis que, en fait, dans la matière, il y a déjà autre chose, c'est-à-dire, c'est comme l'œuf poché. On voit un œuf poché, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le blanc. C'est ce que les chimistes vous diront que c'est de l'albumine coagulée. Le blanc d'œuf. Mais on sait qu'à l'intérieur, il y a autre chose qui est le jaune d'œuf. Et pour moi, ma vision du monde quantique et du monde tel qu'il est, il n'y a pas que la matière, mais à l'intérieur même de la matière, il y a des gouttelettes de psychisme. C'est ça le jaune d'œuf. Et si vous vous souvenez, quand je parlais de la réduction du paquet d'ondes, du saut quantique, je disais au départ, on est comme ça, oui. Et à la fin, je suis parti soit ici, soit là, un élément d'aléatoire. Et je dis que s'il y a le jaune d'œuf, c'est parce que c'est lui qui a capacité à prendre une décision. C'est-à-dire le jaune d'œuf, au moment où je vais couper, se réveille en quelque sorte. La plupart du temps, il est inerte, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais dans ce genre de situation-là, où il faut protéger encore une fois la cohérence de la nature, en allant d'un côté ou de l'autre, en ne se laissant pas déchiqueter, eh bien, c'est comme si on réveillait le jaune d'œuf interne, qui est psychique, qui a un pouvoir décisionnel très faible, infime. Je ne dis pas que ce n'est pas comme nous, évidemment. Et donc, c'est lui qui va décider, je me concentre à gauche ou je me concentre à droite. Donc, c'est essentiel derrière la matière, en gros. Voilà, c'est-à-dire je remplace la matière purement matérielle par l'holomatière, où je lui rajoute une dimension psychique à l'intérieur, qui en général et n'est pas visible parce qu'elle est inerte, de temps en temps, elle se réveille. Et comme elle est immatérielle, et c'est ça la deuxième chose que je voulais dire, comme elle est immatérielle, elle n'est pas astreinte au déterminisme de la matière. Ce qui veut dire que la contrainte relativiste
de l'espace-temps qui dit rien ne peut se propager plus vite que la matière. Pour elle, ça ne parle pas. Les distances n'ont aucun sens. Et donc que les deux particules soient à 2 angstroms, 2 cm, 2 mètres, 2 milliards de kilomètres, c'est pareil. Je rebondis sur ce que tu dis pour avoir ta vision sur ce monde. Est-ce qu'il est, selon la physique quantique, déterministe? Quelle est ta vision entre destin et libre arbitre, selon la physique quantique? D'accord, c'est intéressant parce que je prépare mon prochain livre là-dessus. Mais tu m'as tenté avec ton onomatière. Voilà, je dirais que justement, il y a une partie qui est comme le rouleau compresseur, le blanc d'œuf. C'est la déterministe. Et donc, destin. Équation de Schrödinger, destin, c'est-à-dire le système est parti dans tel truc, on sait que 5 minutes après, il sera comme ça, s'il n'y a pas de réduction de paquet d'ondes. Et il y a un autre phénomène qui s'appelle la réduction du paquet d'ondes, qui pour les physiciens, la seule chose qu'ils ont vue quand ils ont vu l'aléatoire quantique, ils se sont dit c'est A causal, A privatif, il n'y a pas de cause. Et moi, je dis c'est endocausal. Et endocausal, pour moi, ça renvoie à du psychisme. Endocausal, ça veut dire que c'est une causalité interne. Ça veut dire que c'est un pouvoir décisionnel. Le blanc d'œuf, il subit, c'est-à-dire c'est la différence entre une causalité, une loi de causalité, une loi de comportement subie et une loi de comportement choisie. Le blanc d'œuf, lui, il subit. Je lâche Ouais. Elle n'a pas d'autre choix que de tomber d'une certaine manière. Et le jaune d'œuf, il choisit. L'holomatière choisit. Voilà. Donc pour toi, c'est un mix de déterminisme et de libre arbitre. Et voilà. Et le hasard quantique, pour eux, c'est acausal, pas de cause. Il n'y a pas de cause à l'intérieur, c'est une boîte vide. Et moi, je dis non. Il y a une autre hypothèse possible, c'est endocausal. Endocausal, ça veut dire que c'est psychique. Et à partir de là, je vais pouvoir élaborer peut-être une théorie du cerveau conscient. C'est-à-dire, si la conscience a émergé, c'est peut-être parce que déjà, il y a une gouttelette de psychisme infime dans toute particule. Le jaune d'œuf qui est dans l'œuf poché. Quand tu dis psychisme, tu fais référence à cette conscience. C'est ça, mais le psychisme, je dirais, c'est le matériau de base de la conscience. L'immatériel, ouais. Voilà. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est que la physique quantique me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, elle me permet de dire il y a peut-être de l'endocausalité qui renvoie à donc un pouvoir décisionnel rudimentaire qui renvoie à un élément de psychisme. Et ce qui est important, c'est que finalement, dans cette vision des choses, le lien d'intrication, c'est un lien psychique. Et donc, ça veut dire que le psychisme est agrégeable. Ça veut dire que la nature, à partir du psychisme rudimentaire de chaque particule, peut les agréger. C'est ce qu'on appelle le problème de la combination, de la combinaison. Et c'est aussi, ça correspond à ce qu'on, en neurosciences, binding problem, le problème de la fusion. C'est-à-dire, en fait, ce psychisme est agrégeable. Et comme je peux l'agréger, eh bien, je vais pouvoir faire des entités macropsychiques à partir de ce psychisme élémentaire. Et nous sommes des exemples de ça. Magnifique. Merci, Emmanuel, pour cette vision. Et je vais en profiter, puisqu'on arrive bientôt au bout de l'épisode, pour te poser 2 dernières questions. Donc, une sur le temps en physique quantique, où on sait qu'il est intriqué, mais d'avoir ta vision, parce que depuis le début de cet épisode, ça vient vraiment nous chambouler sur plein de choses qu'on a entendues. Donc, merci de remettre le cadre. Et finir sur comment, avec toute cette connaissance de physicien, avec toute cette connaissance sur la physique quantique, tu penses, toi, qu'on pourrait s'en inspirer ou peut-être que ces principes s'appliquent d'une certaine manière, comme on l'a dit plus tôt, à notre corps et à la nature en général, se reconnecter quelque part à notre vrai potentiel, à notre vraie nature et avoir un impact sur notre réalité. Donc, commençons par le temps et après, comment, selon toi, tous ces principes viennent redéfinir notre regard pour se réapproprier quelque part notre vraie nature et avoir un impact différent sur notre réalité. Donc, le temps. Alors, le temps, d'abord, c'est un problème extrêmement difficile qui est, je pense à Étienne Klein qui dit que parler du temps, c'est parler de quelque chose qu'on ne sait pas définir. D'ailleurs, ça me fascine parce que le temps, subjectivement, est la chose la plus simple qui soit, le passé, le présent, le futur. Et en physique,
c'est extrêmement complexe, c'est même indémerdable, si je puis utiliser ce mot-là. Le temps, selon la branche de la physique qu'on considère, c'est pas la même chose en physique quantique, en relativité restreinte, en relativité générale, en théorie quantique des champs qui mélange la relativité restreinte et la théorie quantique. Enfin, c'est vraiment avec aussi... Un grand bazar. C'est un grand bazar, mais totalement. Donc, je ne peux pas faire une réponse comme ça. Je dirais seulement, je ferai juste un petit aperçu, c'est que dans mon histoire de l'œuf poché, il y a 2 temps. De même qu'il y a 2 espaces, comme on dit, par exemple, l'intrication se moque de l'espace temps einsteinien, relativiste, puisque c'est instantané. Donc je dis que déjà, on a en quelque sorte une double notion de temps. On a celle du blanc d'œuf et celle du jaune d'œuf qui n'est pas la même. Et quand les 2 se bouclent, ça commence déjà à devenir chelou, compliqué. Donc je dirais, cette notion de temps, là aussi, je prépare aussi un article sur la notion de temps, voilà, avec tout aussi les problèmes, est-ce qu'on peut boucler, est-ce que le temps se boucle, est-ce qu'on peut nager à contre-temps du temps, avec plein de trucs, mais franchement, si je fais une réponse honnête, on est parti pour jusqu'à demain matin, donc je ne le ferai pas. Ok, on fera un autre épisode avec toi, parce qu'on a reçu Philippe Guillemant sur la rétrocausalité et le temps intriqué. Et on fera peut-être un autre épisode avec toi où on reviendra sur qu'est-ce que tu penses, par exemple, de son hypothèse de travail et de sa vision, et quelle est la tienne, et comment est-ce que nous, on peut se retrouver, sachant qu'on est aussi peut-être des œufs... des œufs mollets des œufs pochés à une autre échelle. Oui, c'est ça, enfin, voilà. Tu vois, c'est ça. Voilà. Alors, donc tout ça pour dire que à la fois, donc il faut, c'est très compliqué, et si on simplifie, c'est faux. C'est pour ça que on y reviendra, voilà, et on dédiera absolument. Un moment. C'est pour ça que je préfère ne pas trop en dire là-dessus. Voilà. Tu fais bien. Alors, maintenant, comment selon toi, ce paradigme quantique qui vient nous apprendre d'autres choses sur la nature, en général, notre nature, notre essence en tant qu'humain, faisant partie de ce monde, quoi, le monde extérieur, notre monde intérieur, comment est-ce que comment il peut nous inspirer, qu'est-ce qu'il vient nous montrer, comment on peut renouer avec une partie, selon la science, apportée par ce paradigme quantique en nous, qui viendrait... changer notre réalité ou impacter notre réalité? Je répondrai par 2 mots qui, en tout cas, la première fois que je les ai utilisés, n'étaient pas dans le dictionnaire français, ça a peut-être changé depuis. Vivance et reliance. Vivance, c'est notre potentiel décisionnel, qui est la même chose que le jaune d'œuf, mais en plus vaste. On peut décider, on peut prendre des initiatives et tout ça. Ça, c'est la vivance. La reliance, eh bien, ça fait allusion à l'intrication, parce que dans l'invisible, nous sommes reliés à plein de choses. Donc c'est quand même un message que je trouve très plein d'espoir et très fort. C'est très fort. Ça veut dire qu'on est reliés. Pour moi, si c'est un lien de jaune d'œuf, le lien d'intrication, c'est aussi un lien qu'on pourrait appeler télépathique. Et ça explique le phénomène de télépathie. Comment se fait-il que des gens qui sont très connectés, c'est parce qu'ils ont plein de ce lien entre eux privilégié. Donc quand l'un pense quelque chose, ça se communique à l'autre. Voilà, c'est comme les 2 particules, elles sont en lien télépathique. Mon ami physicien Philippe Coffin disait justement, il parlait de la mère et de l'enfant, et cette capacité un peu surhumaine des mères à sentir... peu importe la distance, leur enfant, s'il est bien ou pas bien, et ce qui est en train de se passer. Absolument. Mais ce qui est beau dans ce que tu dis, et qui, moi, tu vois, inspire aussi mon travail dans mes accompagnements, c'est, tu dis, vivance, cette capacité à prendre des décisions. Absolument. Qu'on arrive à faire dans cet immatériel. Cette capacité, et tu dis, de reliance. Et souvent, moi, quand je viens extrapoler cette notion de reliance, je parle de la main. On est tous, chaque doigt est singulier, mais appartenant au même système. Si je viens impacter un doigt, tous les autres, ou diminuer un doigt, tous les autres, la main en sera impactée, donc tous les autres en seront impactés. Et c'est ça qui est beau, de changer son regard en se disant vivance, capacité de prise de décision dans cet espace immatériel, reliance, avoir conscience qu'on est juste une partie d'un grand tout, qu'on est tous interconnectés dans cette...
pour moi, c'est extrêmement puissant, en fait, et fort dans notre façon d'appréhender le réel. Et merci pour ce partage. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, d'ailleurs, dont des anecdotes en pagaille. Alors, pour conclure, on va conclure sur une anecdote. Voilà, qui m'a bien plu, parce qu'au moment où j'étais en train d'élaborer mon approche, donc je m'intéressais aussi aux phénomènes qu'on peut appeler paranormaux ou insolites. Il y a d'ailleurs un livre de ça chez Fabre en Suisse, comment il s'appelle ? La Fondation Audier, Marcel Audier a fait un livre qui s'appelle, il parle des phénomènes insolites, pour ne pas parler des phénomènes paranormaux, parce que comme ça il reste de bonne loi, mais c'est la même idée. Et je veux dire, il y a par exemple la télépathie, les gens bien pensants vous diront, mais non, ça n'a jamais été prouvé, ce n'est pas vrai. On a des preuves, même statistiques, de la télépathie. Alors en tout cas, j'étais allé voir un guérisseur qui faisait des choses depuis 25 ans, qui était sérieux, donc qui m'a inspiré confiance. Et puis j'ai assisté à plusieurs de ces séances comme ça. Et à la fin, donc il m'a assez nourri d'un certain nombre de choses. Et à la fin, au moment où on avait fait le tour, je lui ai demandé, il avait 25 ans de pratique, je lui ai dit quelles ont été depuis le début de votre carrière les choses les plus extraordinaires que vous avez connues. Il m'en a donné 3, j'en ai répété qu'une, donc je me souviens d'une seule. J'appelle ça le syndrome de la tante Agathe. Il avait une cliente, alors c'est des thérapies courtes, c'est-à-dire selon le truc, ça de 3 séances, 5 séances, 10 séances maximum, on vient le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a une personne, il préfère à la limite qu'on ne lui dise rien, ce qui prouve que ce n'est pas un charlatan, il n'est pas en train de... Et il scanne le corps avec ses mains, il est sensitif, il les garde à 10 à 20 km du corps et il sent les choses et c'est sa main qui va lui dire et il ne croit que sa main, il ne croit pas ce qu'on lui dit. Et donc la personne avait un problème à l'estomac ou un truc comme ça. Elle vient, les 2 premières séances étaient encourageantes. Elle revient pleine d'espoir en se disant je vais faire tout le cycle et je vais peut-être m'en sortir. Et puis là, donc elle s'allonge. Et puis, au lieu de travailler sur la zone habituelle, il travaille sur l'épaule. Alors, au bout d'un moment, elle voit bien qu'il travaille sur l'épaule. Et puis, je l'ai vu, quand il est là, il est dans un état second, il clignote des yeux, il n'en est même pas conscient lui-même. Il est vraiment dans un état second. Et donc, au bout d'un moment, il lui dit, écoutez, je vous rappelle que mon problème, c'est ici et c'est pas là. Alors, il arrête tout, il bloque tout et il reprend pareil en écoutant que sa main, et sa main le ramène là. Donc, quel que soit ce que lui dit sa cliente, il va travailler là, c'est ça qu'on lui demande, il fait ça. Alors la cliente bien éduquée, elle se dit, je lui ai dit une fois, je vais pas m'énerver, je ne vais pas lui dire 2 fois. Elle reste alors qu'elle aurait pu claquer la porte. Je reste, elle paye même sa séance, mais quand elle repart, elle se dit, oulala, jusqu'à présent il m'avait fait bonne impression, mais alors là il s'est vraiment... Et elle rentre chez elle et sur le chemin, coup de téléphone alors elle s'appelle Chloé, de la tante Agathe, toute excitée, qui lui dit, tu sais, tu es la première personne à qui j'en parle. Tu te souviens des problèmes que j'avais à l'épaule? Elle avait un problème de mobilité, elle était allée voir tous les grands ponts et tout ça, rien n'y avait fait, elle avait perdu plein d'argent dessus, rien du tout. Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis 20 minutes... Et elle a compris, et c'est ce que j'appelle le relais supral, c'est-à-dire elle avait encore une fois une connexion, j'appelle ça supral, d'intrication privilégiée avec sa tante, et l'énergie de guérison qui est intelligente, entre guillemets, on ne peut pas savoir pourquoi, ce jour-là, elle avait pris Chloé qui était venue en séance, qui l'avait payée et machin, comme relais pour aller travailler chez la tante. Alors, Chloé est revenue dardard les fois d'après, mais en se disant, j'espère que ce coup-là, il va travailler pour moi. Mais c'est extraordinaire. Et c'est ça ce que j'appelle la supralité, ou ces liens d'intrication, c'est-à-dire, comme c'est un maillage, un réseau, eh bien... C'est magnifique comme anecdote. C'est extraordinaire. On va finir là-dessus sur ce partage merveilleux. Voilà. Merci Emmanuel pour ta présence et merci pour tout ce que tu nous as partagé. Voilà. Merci. Si l'esprit revealing entre science et conscience résonne en toi et que tu souhaites enfin voir ta vérité intérieure se refléter dans ta vie, alors je t'invite à découvrir cette masterclass 100% gratuite en cliquant juste ici.